Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série À chaud. Le film d'aujourd'hui s'appelle Le meurtre de l'Orient Express. Je l'ai vu au cinéma et en version originale et il est réalisé par Kenneth Branagh. Ce Zozio, je vous en avais déjà parlé dans ma review sur Thor, notamment Ragnarok, où j'abordais tous les Thor, j'abordais toute la trilogie. Donc n'hésitez pas à y jeter une petite oreille si vous ne l'avez pas écouté. Kenneth Branagh, c'est notamment le réalisateur du très sympathique Frankenstein, dont j'ai un bon souvenir. Mais comme je vous le disais dans la revue sur Thor, il faut que je le revoie. Et je vous ferai pour le moment un retour dessus. Honnêtement, j'avais bien aimé, moi, à l'époque. Robert De Niro en Frankenstein. C'est un film qui avait été plutôt mal accueilli, je crois. Mais bon, faudrait que je le revoie, et puis j'en parlerai un peu plus en détail, je pense. Il avait aussi fait notamment l'une des adaptations live de Walt Disney, là, de leur classique. Cendrillon, il avait fait. Honnêtement, j'ai jamais compris l'intérêt de ces adaptations, et alors Cendrillon, voilà quoi, c'est une adaptation froide. C'est l'adaptation live du dessin animé. C'est simplement sans intérêt. Je comprends même pas pourquoi ils ont fait ces films. C'est peut-être pour dire qu'ils ont fait le dessin animé en film, je sais pas, pour montrer qu'on peut le faire, c'est une genre de gigantesque démo technique, franchement je comprends pas du tout l'intérêt. C'est bizarre, et en même temps c'est inintéressant, c'est assez impressionnant comme truc, bref. Et puis il a aussi fait plein d'adaptations de Shakespeare, je crois qu'il en a fait 3-4, et je les ai pas vues, mais il paraît que c'est bien, et qu'il s'est fait connaître en tant que réalisateur avec ses adaptations, il faudra peut-être qu'à l'occasion je les vois, pour vous donner mon avis. Si vous les avez vues, bah briefez-moi, dites-moi si ça vaut le coup d'être regardé, je pense que j'en regarderai déjà de moi-même, mais bon, si vous voulez m'aiguiller sur plutôt l'une ou plutôt l'autre, Hamlet ou autre, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est Kenneth Branagh qui s'est donc lancé dans l'adaptation, une énième adaptation, j'ai envie de dire, du Meurtre sur le Nil. En tout cas, c'est ce que je croyais. Je pensais vraiment qu'il y avait eu plein d'adaptations de ce livre d'Agatha Christie. Et en fait, non. Pas tant que ça. Il y a eu 2 films et un téléfilm. En tout cas, c'est tout ce que j'ai trouvé. Il y a dû en avoir d'autres, hein, vraiment. Hein. Mais je pensais qu'il y en avait beaucoup plus. Honnêtement, je sais pas pourquoi j'avais ce souvenir en tête. Perso, j'ai vu le film avec Sean Connery, notamment dans un des rôles, qui était réalisé par Sidney Lumet. Il faudrait que je le revoie. J'aurais peut-être dû faire comme pour Les Proies et faire une comparaison entre les 2 films, mais bon, désolé, j'ai pas revu celui avec Sidney Lumet. Je ferais peut-être une petite coda à cet épisode, si en le revoyant, je trouve qu'il y a matière à en parler, et à croiser les 2 films. J'avais vu ça, et puis j'avais vu un téléfilm aussi avec Alfred Molina dans le rôle, mais celui-là, je sais pas qui c'est qui l'avait réalisé. J'en ai un bon souvenir aussi, mais il faudrait vraiment que je le revoie, ça date vraiment d'il y a trop longtemps. Et puis j'ai pas lu le bouquin. Donc je vais pas parler de l'adaptation, parce que j'en sais foutre rien, si vous me permettez l'expression. Par contre, d'Agatha Christie, pour la petite parenthèse, j'avais lu Dix Petits Nègres, qui est un classique évidemment, mais que moi j'avais beaucoup aimé, je l'avais lu, j'avais quoi, 18 ans, j'avais dévoré, et je le recommande encore, je trouve que c'était vraiment un très bon bouquin policier, j'avais beaucoup aimé, très réussi dans son style, et je vais pas pitcher ni rien, allez-y, Dix Petits Nègres, ça vaut le coup. En plus, c'est pas un long livre, si vous aimez pas lire comme moi, et que vous êtes un peu un illettré comme moi, bah ce sera pas trop difficile. Donc, Le Crime de l'Orient Express est un film policier pur jus, avec un meurtre à résoudre. Et j'ai vu le film malheureusement en me souvenant de la fin. C'est-à-dire que je suis allé le voir en étant plus sûr de connaître l'histoire. Et pendant le film, je me suis rendu compte que si, je l'avais déjà vu et que je connaissais la fin. Donc c'est un petit peu orienté ma lecture du film. Hein, c'est toujours pareil, hein, quand on va voir un film policier pur jus et dont une grosse partie de l'intrigue consiste à nous faire attendre le dénouement et qu'on connaisse ce dénouement, forcément, ça gâche un peu du plaisir, quoi. C'est une autre manière de voir le film. C'est pour ça que je préfère vous le dire. Je l'ai vu, mais grosso modo, au bout d'une demi-heure, je me souvenais de la conclusion de l'histoire. Donc tout ce que j'ai vu, c'est plus une nouvelle adaptation d'une histoire que j'avais déjà vue. Voilà. Plutôt qu'un vrai film policier avec un meurtre à résoudre et ainsi de suite. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bah, on va commencer par le pitch d'abord. Déjà, pour poser les choses. Tout le monde connaît pas. Et oui, toi là-bas, je sais au fond, tu connais tous les bouquins d'Agatha Christie, mais pas tout le monde. Hein, lui à gauche, là, il sait pas, et l'autre à droite non plus. Donc, pitch. Hercule Poirot, célèbre enquêteur, le meilleur du monde, comme il le prétend lui-même, perfectionniste au point de commander des œufs de taille identique au moment de son petit déjeuner, et de faire pour cela courir un enfant avec des œufs frais en pleine foule de Jérusalem, pour les avoir, est demandé de retourner à Londres, alors qu'il souhaitait prendre des vacances. Homme pour qui le bien et le mal se scindent distinctement, et qui plus est, ne pouvant résister à résoudre une enquête, il accepte. Mais pour cela, il doit retourner vers Londres, et prendre le célèbre Orient Express au départ d'Istanbul.
À bord de ce train luxueux, il fait la rencontre de passagers bigarrés, telle la rue de princesse russe Natasha Dragomirov et sa servante, une vieille fille dévouée, ou encore l'extravagante Mrs. Hubbard, veuve à répétition, et toujours en chasse visiblement. Mais c'est surtout Monsieur Ratchet, un homme d'affaires américain, aux manières rustres, qui propose à Poirot un contrat. Le travail consisterait en fait à le protéger lui, car l'homme a reçu des menaces qu'il prend très au sérieux. Poirot refuse. Et ce pour 2 raisons. Il est en vacances, et il n'aime pas le visage de Monsieur Ratchet. Raison qu'il ne se prive pas de donner à ce dernier d'ailleurs. Cependant, alors qu'un bruit se fait entendre dans la cabine à côté de celle de Poirot, dans la nuit, au petit matin, le corps de Ratchet est découvert, poignardé à plusieurs reprises. Monsieur Book, qui administre l'Orient Express, et vieil ami de Poirot, insiste. Il doit sortir de ses vacances et trouver le meurtrier. Il en va de la réputation de l'Orient Express, et de Monsieur Book évidemment. Poirot cède et accepte, ne pouvant résister au plaisir de l'énigme. Sans se douter que cette affaire va ébranler ses plus intimes convictions. Le meurtre de l'Orient Express, le crime de l'Orient Express, excusez-moi, est un livre classique, avec un récit classique, dans toute sa splendeur. C'est un livre policier, que des millions de gens ont lu, je crois qu'il date des années... Oh putain, non, je vais dire des bêtises, moi je sais plus. Je vais dire n'importe quoi. Je vais dire de 1930, mais c'est 1830, enfin bref, je vais dire n'importe quoi, donc vous vérifierez vous-même, et vous mettrez un gros post-it au trou de ma mémoire. Au trou béant qu'est ma mémoire, ça suffira pas à l'aider, à la combler, ça je vous le dis. Donc c'est un classique, avec un récit classique. Et comme je le disais dans la review de Thor, Branagh c'est justement un classique comme réalisateur. C'est parfois froid ce qu'il fait, avec Cendrillon, qui est vraiment l'exemple du film au thermomètre au niveau 0, surtout en termes de réalisation, il se passe rien du tout, c'est impressionnant. Parfois c'est bon, comme dans Thor 1, en tout cas c'est mon avis, mais c'est un classique. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en grosso modo, rien déborde vraiment. Ça veut dire que tout ce qui est dans le film est maîtrisé, choisi et explicable. C'est ça les classiques au cinéma. En art en général, plus ou moins, on peut parler de classiques quand c'est des gens qui vraiment font passer la maîtrise des choix et de l'explication avant tout. C'est vraiment l'angoisse des classiques. Tout doit être explicable et justifiable, sinon ça n'a pas sa place dans l'œuvre. Dans la peinture, dans la sculpture, dans tout ce que vous voulez. Le risque de tout vouloir justifier, du coup, un tant soit peu intellectuellement, c'est de refroidir un peu les émotions pour essentiellement parler à l'intellect. Mais en même temps, ça garantit souvent des beaux objets artistiques, au pire des cas, parce que voilà, tout est maîtrisé, millimétré comme ça, donc forcément ça demande par définition, quand on veut maîtriser, une maîtrise de son outil artistique. Donc ça veut dire que quand je parle de réalisateurs classiques, dans ma bouche, c'est tout à fait positif. C'est très 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 positif. C'est des gens qui en général ont une maîtrise technique de la photographie de cinéma, du montage, de l'écriture des scénarios, de la mise en scène. C'est impressionnant, c'est des gens en général qui ont des connaissances livresques au niveau technique. Ou qui savent s'entourer de gens extrêmement compétents. Peut-être, en attendant, eux-mêmes ont déjà une sacrée maîtrise, et vu la tenue des films de Kenneth Branagh, on peut partir du principe qu'effectivement c'est un vrai classique. D'ailleurs, les réalisateurs classiques, pour la petite parenthèse, ils sont appréciés des gros studios, tout simplement parce qu'on ne prend pas beaucoup de risques. C'est des gens qui maîtrisent tout et qui expliquent tout. Donc à un moment donné, avant de partir au tournage, vous savez ce que vous allez avoir à la fin, et ils dérogent pas. Il n'y a pas de nouveauté, de découverte ou de remise en cause fondamentale du film en plein milieu du tournage. C'est pas leur style. Et du coup, concernant cette question de classique, la question c'est: est-ce que le film s'est perdu dans le froid des montagnes ? Est-ce qu'il est devenu trop classique, quoi ? Déjà, pour répondre à ces questions, tout comme tout film tiré d'œuvres classiques littéraires fait par un gros studio, il y a un gros casting. Alors déjà, dans le rôle principal, on retrouve Kenneth Branagh, qui est peut-être plus connu comme acteur que comme réalisateur, je pense. Une grosse carrière d'acteur. Notamment, il jouait dans Dunkerque de Christopher Nolan. Il a joué le professeur Lockhart dans les Harry Potter. Il était très bon et très drôle aussi dans Good Morning England, qui s'appelait en version originale The Boat That Rocked, que je vous conseille, qui est vraiment un film très très sympa sur
les radios, entre guillemets, les radios libres, l'une des dernières radios libres anglaises. C'est très très sympa comme film, c'est un vrai feel-good movie, et lui est très très bon dans le rôle d'un mec coincé, vraiment dans un cliché d'anglais coincé, il est vraiment hilarant, quoi. Il a beaucoup de répliques qui sont incroyables, bon bref. Donc bref, il a fait vraiment beaucoup de films, et c'est un sacré acteur, ça, il n'y a vraiment rien à dire. Un excellent acteur. À côté de lui, on retrouve Judi Dench, Michelle Pfeiffer, Johnny Depp, Penelope Cruz, bref, c'est un très gros casting. Et comme tous les très gros castings, dans un classique, eh ben, c'est un casting excellent. Tout le monde joue très très bien. Je sais pas, je peux commencer par Johnny Depp qui nous refait le coup d'un film qui s'appelait Strictly Criminal en France, mais qui s'appelait en fait Black Mass. Il jouait le rôle d'un criminel carnassier là, avec des cheveux blonds, des yeux bleus, il avait une tronche impossible, qui était horrible. Film où il était vraiment inquiétant, je trouve. Il rejoue à peu près la même chose, mais je trouve avec une pointe d'élégance en plus dans le film. Même s'il est un peu rustre par rapport aux autres, hein, il y a un côté un petit peu guindé comme ça dans l'Orient Express, mais lui est vraiment très bon et il est parfait dans le rôle, il n'y a rien à dire. Michelle Pfeiffer, Penelope Cruz, Judi Dench, enfin voilà, les gens que j'ai cités avant, ils font tous des rôles de composition, ils sont excellents, quoi. Judi Dench dans le rôle de la vieille princesse russe, mais elle brille, quoi, c'est impeccable, il n'y a rien à dire, quoi. Ça déborde pas, on est d'accord, hein, c'est pas le rôle de sa vie, mais c'est parfaitement maîtrisé. Pareil pour Penelope Cruz ou Michelle Pfeiffer dans le rôle de Mrs. Hubbard, ça fonctionne vraiment très 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 bien, quoi. Tout le casting est très bon. C'est vraiment là je peux pas parler je suis désolé d'utiliser le mot classique sans arrêt, mais qui s'oppose par définition à des choses plus baroques. Je l'ai peut-être expliqué dans d'autres vidéos, mais je reviendrai dessus après. Simplement le fait d'avoir un casting très bon, c'est vraiment la patte des classiques dans toute leur splendeur. Ça pète la classe dans tous les dialogues. C'est efficace, c'est précis, c'est rythmé, et la direction des acteurs est à l'avenant, puisque Kenneth Branagh est un classique. Il n'y a aucune fausse note, je trouve, dans ce film. C'est du classique, on vous dit, tout simplement. Petite parenthèse sur le baroque. Grosso modo, le baroque ferait s'opposer l'émotion, ferait primer l'émotion sur tout, quitte à ne pas s'expliquer, à ne pas vouloir s'expliquer. C'est l'émotion qui doit passer, et si elle passe pas, on a foiré. C'est ça, grosso modo, les baroques. Moi, j'ai plutôt tendance à aimer plus les réalisateurs baroques. Alors, je sais pas, je penserais naturellement à Paul Greengrass. Je sais pas, il y a aussi Alfonso Cuarón, je trouve aussi, avec Gravity ou Les Fils de l'Homme. Bon, c'était déjà le cas dans Le Prisonnier d'Azkaban, ou d'Azkaban, hein, selon comme vous le dites. Je veux pas me prendre la tête avec les fans d'Harry Potter, mais voilà, moi je dis Azkaban, donc désolé, hein, c'est un banc pour moi. Ouais, c'est voilà, il y en a d'autres, il y a Kim. Non, parce que des Park Chan-wook, excusez-moi. Kim Ji-woon, c'est un peu plus discutable, mais Park Chan-wook, ouais. Enfin voilà, je vais arrêter de citer des noms comme ça en faisant mon malin, mais c'est pour moi des réalisateurs vraiment dans l'organicité, dans l'émotion, et particulièrement à fleur de peau durant tous les films. Donc voilà, c'est un peu pour vous donner un peu ce que je veux dire par classique, à quoi ça s'oppose, pour vous faire une idée. Je ferme la parenthèse. Et pour couronner tout sur le casting, Kenneth Branagh en anglais, qui joue en fait un Belge avec un accent, puisque Hercule Poirot, il joue le rôle d'Hercule Poirot, hein, l'enquêteur principal. C'est donc un Belge qui, quand il s'exprime en anglais, a un accent. Ben, il est excellent, hein. Franchement, moi perso, j'ai rien entendu de gênant. Ma compagne est beaucoup plus douée que moi en anglais, donc elle a ça et là cerné des points de choses qui ne fonctionnaient pas, ou qui étaient un peu plus flagrantes, notamment vers la fin, je crois. Moi perso, j'ai trouvé que c'était vraiment classe, et au bout d'un moment, j'ai plus du tout fait attention, je trouvais que ça fonctionnait à plein tube. Kenneth Branagh dans le rôle d'Hercule Poirot, j'ai mangé, j'ai vraiment pas eu de soucis au bout d'un moment. Je l'ai trouvé crédible de bout en bout. Et ça montre aussi ses années de théâtre et ses années d'adaptation cinématographique aussi shakespearienne, hein. C'est assez impressionnant, mine de rien, comme composition, je trouve, mine de rien. C'est chaud, quoi, pour un anglais de se mettre dans la peau d'un francophone qui parle anglais. Je trouve ça, c'est un geste que je trouve particulièrement difficile. Mais là, tu vois le mec qui vient du théâtre, qui maîtrise, quoi. Et du coup, bah voilà, c'est Hercule Poirot qui porte tout le film, et il le porte très bien. Il est rusé, malin, intelligent, érudit, c'est un très bon interrogateur. Enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un très bon Hercule Poirot, voire même un excellent. Personnellement, je le retrouverai avec plaisir dans la suite, qui serait Mort sur le Nil. A priori, Kenneth Branagh voudrait la faire, je sais pas si elle a été confirmée ou pas.
Donc, résumons. On a un excellent casting, on a de très bons dialogues, et une direction d'acteur très bonne. Du coup, c'est un bon film. Vous vous dites. Alors, oui. L'intrigue adaptée du livre, certes, mais comme c'est une bonne adaptation, le scénario est bon. Ça donne un film agréable à suivre. Les dialogues de l'enquête et les quelques scènes d'action s'enchaînent très bien. Donc je suis encore en train de vous dire que c'est un bon film. Il n'y a vraiment pas de souci de rythme, parce que la réalisation elle est au cordeau. Déjà les décors sont crédibles. Dès le début dans les rues de Jérusalem et du marché notamment de Jérusalem, ça marche très très bien, on y est. La gare d'Istanbul et son café, c'est excellent. Évidemment, chaque compartiment du train, le restaurant, les couchettes, le côté comment dire, élégant, raffiné de l'Orient Express, mais daté aussi comme ça. Le bar qui fait aussi office de salon, ça fonctionne très bien. On a vraiment cette ambiance de vieux films et de vieux livres d'enquête criminelle, quoi. Ça marche vraiment très très bien, c'est très élégant. Et puis il y a aussi un moment donné, on est sur un pont, un gros pont en structure en bois sous la neige. Ça aussi, c'est un très très bon décor qui est bien utilisé à un moment donné en extérieur. Voilà, le mot qui me vient en tête, c'est que c'est stylé, quoi. C'est-à-dire que c'est des décors, ça fait décor d'adaptation de livre. C'est-à-dire que c'est... Ce que je veux dire par là, c'est que c'est crédible en tant que film, mais c'est pas vraisemblable à mon avis. C'est un poil trop bien éclairé pour être vrai. Parce que tout simplement, même si les décors sont vraisemblables, il y a la mise en scène qui vient contrecarrer ça un petit peu avec... Parce qu'elle a un point de vue sur l'histoire et qu'elle veut souligner ce point de vue avec des artifices de cinéma, c'est-à-dire avec de la lumière, avec le cadre, avec la musique, avec etc. Donc il y a quand même des moments où on sent qu'on est dans une adaptation de livre. Je sais pas si j'arrive à m'exprimer clairement, mais je trouve que c'est pas un problème parce que ça rend le film encore plus stylé, ça lui donne un petit côté arty, mais je trouve dans le bon sens du terme. C'est pas prétentieux, c'est juste, on sait qu'on fait une adaptation d'une histoire que tout le monde connaît, on essaie un truc, mais on essaie de le faire avec beaucoup d'élégance et de maîtrise, c'est pas pour autant qu'on va faire n'importe quoi, ou qu'on va parodier l'histoire de base. C'est ça que j'entends, c'est vraiment stylé, quoi. Ça a beaucoup de classe. Alors dans mes souvenirs, j'ai vu le film mi-janvier, ça date un petit peu, j'ai pas pu enregistrer la review avant, j'ai pas pu l'écrire avant aussi. Il y a un jeu notamment, si je me souviens bien, sur les bleus et les clairs-obscurs, notamment dans des scènes où d'interrogatoire, hein, puisque évidemment Hercule Poirot cherche le criminel parmi les suspects de l'Orient Express, et il se retrouve avec eux en tête-à-tête régulièrement, et donc dans différents contextes. Et il y a un moment des jeux, notamment sur les bleus et les clairs-obscurs, qui sont tout à fait dans des scènes de nuit. Il y a un côté presque baroque là justement dans la lumière. Mais évidemment ça reste très classique, puisque c'est l'objectif de ce clair-obscur, c'est pas du tout un truc émotionnel direct, c'est plus pour souligner le fait qu'il va y avoir une révélation sur le personnage dans la cabine. Le clair-obscur, ça montre le vrai visage, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une part d'obscurité, une part de lumière, du coup il y a quelque chose à découvrir, et évidemment quand le personnage est démasqué, il apparaît dans la lumière complètement. Donc voilà, c'est très classique comme système, c'est la lumière révèle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je disais avant, c'est tout se justifie. On voit clairement que Kenneth Branagh en a parlé avec son chef-op, avec son équipe, avec ses producteurs, avec les scénaristes, pour que, voilà, au moment où elle sait, boum, je la fais venir au premier plan, dans la lumière, pour qu'elle dise tout, et là on sait que c'est la vérité. Tu vois. Donc c'est vraiment du classique pur. Tout se justifie dans la mise en scène. Encore une fois, ici pour moi, si je dois résumer un petit peu, c'est classique dans le bon sens du terme. Le casting s'amuse, mais il est impliqué. Tout simplement, je dis ça parce que c'est quelque chose qu'on peut mesurer au fait que l'histoire est dramatique, mais elle pourrait facilement paraître grand guignolesque, parce qu'il y a un petit côté, voilà, un petit peu, bon, c'est une histoire un peu fofolle, quoi. Mais ici, non. Ça tombe justement pas dans le guignolesque, grâce à une vraie mesure dans le jeu des acteurs, et malgré ce côté classique, qui refroidit justement un petit peu, du coup, ça continue d'exister, et c'est vraiment parce que les acteurs se contentent pas de dire leur ligne, ils sont vraiment impliqués. Johnny Depp, Judi Dench, encore une fois, Penelope Cruz, qui a pas beaucoup de scènes, mais qui sait exister quand elle est là, enfin voilà. Ça c'est vraiment, tu sens vraiment l'implication des acteurs dans ces petits moments où on leur laisse un espace d'expression, et ils sont à fond. Mais si je dois évoquer un premier réel défaut du film, selon moi, c'est celui du point de vue sur l'histoire qui, je trouve, manque un peu de mesure.
c'est un poil trop manichéen et évident, je trouve. C'est un défaut des classiques, hein, comme tout doit être explicable. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, c'est intéressant qu'un classique comme Branagh, c'est pas surprenant qu'un classique comme Branagh au cinéma ait voulu adapter un roman qui répond aussi à tout, en fait. Voilà, le meurtre de l'Orient Express, à la fin, il n'y a plus aucun mystère. Les questions sont réglées, toutes, une après l'autre. Donc c'est aussi c'est intéressant qu'un réalisateur classique ait besoin de tout justifier parce que c'est un classique, ou parce qu'il veut, pas forcément parce qu'il veut l'être, mais parce qu'il l'est, adapte plutôt ce livre qu'un autre. Ça me surprend pas tant que ça. Du coup, forcément, il y a une limite de point de vue, certes, au fait que tout doit être explicable, mais le livre aussi semble avoir les mêmes limites. Alors, encore une fois, je l'ai pas lu, mais dans Dix Petits Nègres, on a des réponses à tout. Alors, j'imagine qu'elle n'avait pas changé de style entre les bouquins. Peut-être, hein. Peut-être, hein, vous me détromperez si vous avez lu le bouquin. Encore une fois, je devrais pas trop m'exprimer sur l'adaptation, mais vu ma petite théorie autour du classicisme de Branagh et de l'histoire telle qu'elle est racontée finalement au cinéma, je pense que ça y est. Du coup, pourquoi j'évoque le fait que c'est une limite, le manichéisme ? Parce que tout simplement, les personnes sont plus ambiguës et plus complexes que ça. La vie, c'est très rarement, très rarement réductible à des questions de bien ou de mal. Du coup, le manichéisme dans une histoire, c'est toujours très délicat à manipuler. Et je trouve que là, en l'occurrence, Branagh a un petit peu franchi la limite, ça l'est un poil trop, in fine. Et du coup, pourquoi je disais aussi que c'est une limite de répondre à toutes les questions dans un récit ? Tout simplement parce que ça laisse pas la place finalement à l'imagination du spectateur pour investir le récit et faire du récit un peu le sien. C'est logique en termes de narration classique, mais de narration générale, c'est la narration que vous tous, moi, on va voir au cinéma en général, c'est celle à laquelle on est habitué, d'avoir des réponses au moins aux questions principales du récit. C'est devenu presque nécessaire parce qu'on en a pris l'habitude. Et en l'occurrence, y répondre, dans le cas du Crime de l'Orient Express, est une bonne chose. C'est un film d'enquête, donc il y a des réponses qui doivent, entre guillemets, être un moment qui doivent arriver à un moment donné. C'est le payoff de tout setup de film de crime. Mais répondre à toutes les questions, même les plus petites, ça enferme le récit, même les plus secondaires ou tertiaires même, ça enferme vraiment le récit en le limitant à une ou à très peu d'interprétations. Encore une fois, c'est un petit peu artificiel, parce que les actions humaines sont rarement réductibles à une ou peu d'interprétations. Alors, faut me comprendre, l'idée qu'il y a derrière le meurtre de l'Orient Express, le crime de l'Orient Express, excusez-moi, c'est que ce serait un des rares cas dans cette histoire-là, précisément, celle du meurtre de l'Orient Express, où justement on pourrait appliquer un jugement moral manichéen en rapport avec une action humaine radicale. Ce serait justement une exception, le crime de l'Orient Express, qui exprimerait le fait que le récit est manichéen de facto. Et du coup, ce serait un récit moral qui justifie son fond en répondant à toutes les questions de l'intrigue. Puisque, pour dire, mais vous voyez, c'est manichéen comme situation, ça l'est, in fine, ça l'est. Mais si, ça l'est, ah oui, mais ça aurait peut-être pu être un peu moins. Non, il y a aussi ça qui justifie que, vous voyez, chaque nouvelle réponse doit dire clairement que c'était un conflit manichéen qui était à résoudre. Il y avait le bien et le mal et il fallait résoudre ça. C'est compréhensible comme point de vue et c'est intéressant. Mais c'est risqué parce que ça peut donner des récits froids ou qui laissent peu de marques une fois qu'on le quitte, tout simplement. Parce que si on peut pas trop investir le récit, finalement, au bout d'un moment, on y est extérieur. Et ça, quand on a répondu à toutes les questions, et voilà, je m'en vais, quoi. Pourquoi je réfléchirais à un truc où on m'a déjà tout dit ? Et du coup, c'est peut-être le défaut principal que je pointerais sur le crime de l'Orient Express, c'est que c'est un film un peu froid. Le jeu des acteurs, la mise en scène est efficace et dynamique, hein. Et il y a une multiplication des légendes, je l'ai pas dit avant, des espaces pour sortir régulièrement des trains et aérer vraiment, d'ailleurs assez pragmatiquement, le récit, sans compter les pointes d'humour proposées par le personnage de Poirot qui le rendent vraiment sympathique, et c'est assez drôle par moments. On se tape pas sur les cuisses, mais on sourit, quoi, c'est plutôt sympa. C'est un film agréable à suivre. C'est un bon film policier adapté d'un livre. À l'ancienne même, je dirais. C'est un bon film policier à l'ancienne. Mais juste assez actualisé par le casting, les dialogues, l'intrigue.
C'est un film de 2018, il n'y a vraiment pas de problème avec ça, bien qu'on sente le côté classique. Mais par contre, c'est aussi un film presque oubliable sorti du cinéma, justement par rapport à ce que je vous disais avant. Déjà, l'intrigue est à base d'une histoire sordide de meurtre d'enfants. C'est un léger spoil, ne vous inquiétez pas, ça ne déflore pas du tout l'histoire si vous la connaissez pas. Et je trouve que ça déjà c'est plus aussi choquant aujourd'hui qu'à l'époque du livre, ou même il y a 50 ans, en caricaturant. Et surtout la mise en scène compte un peu trop sur l'impact de cette histoire pour réellement l'imposer visuellement. Je sais pas, ce que j'essaie de dire, je veux pas trop spoiler, peut-être qu'il aurait fallu en termes de mise en scène, vous savez, hein, je suis un réac, j'ai tendance à vouloir refaire les films. En tout cas, on me taxe souvent de réac à cause de ça. Alors que j'aime beaucoup les films tels qu'ils sont, mais bon, peu importe. Est-ce qu'il aurait fallu, je sais pas, je me demande s'il aurait pas mieux fallu, il aurait mieux valu d'ailleurs, je vais écouter Philippe Catherine et dire plutôt mieux valu, montrer les 2 meurtres fondateurs de l'histoire plutôt qu'un seul. Je sais pas, j'ai l'impression. On aurait peut-être été plus impliqué. Il y a quelque chose là qui, pour moi, rend le récit un peu froid et un peu facilement manichéen d'une certaine manière. Peut-être même dans la mise en scène du crime que l'on finit par voir, j'aurais peut-être aimé un contre-champ à un moment donné sur la victime. Il y a quelque chose là qui était à jouer à mon avis. Bref, je développe pas plus, je veux pas spoiler. Et puis, je ferme la parenthèse. Mais surtout, comme dit avant, le film répond à tout et nous dit même quoi en penser. Puisque finalement, le personnage d'Hercule Poirot nous résume le truc et nous dit voilà, il faut en penser ça. Machin. Et je trouve que c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que, paradoxalement, l'histoire d'un personnage qui croit en une forme de manichéisme dans le jugement de justice, qui est confronté d'un seul coup à une ambiguïté morale réelle de justice, c'est très intéressant ça. Ça c'est un sujet de film qui est déjà vu et revu, mais qui est très intéressant à traiter. Perso, j'aurais préféré ressentir du coup cette ambiguïté plutôt que de la voir, entre guillemets. Après, comme je l'ai dit avant, je suis pas un classique, moi j'ai plutôt tendance à aimer le baroque. Et du coup, je préfère au cinéma la complexité volcanique de l'émotion à la richesse un petit peu froide de l'examination. Voilà, si je dois opposer le baroque et le classicisme, je le ferai comme ça, émotion, examination. Vous voyez ce que je veux dire ? Examination, ça n'existe pas, mais de l'examen, quoi, en quelque sorte. Visuel, si on veut, quoi. En l'état, c'est un bon divertissement. C'est un bon film policier. Je dirais même que c'est un film policier d'enquête assez truculent. Parce que Branagh en Poirot, ça le fait vraiment bien. Il est vraiment sympa. C'est vraiment agréable de le suivre. Je pense même que c'est très bon si on connaît pas l'intrigue et sa résolution. Je pense vraiment que le film maintient bien son suspense et qu'il sait bien développer son truc jusqu'à la fin. Je le pense vraiment. Il y a des petites surprises jusqu'au bout et je trouve que ça marche assez bien. Du coup, avec tout ce que je viens de dire, est-ce que c'est un film à voir ? Bah oui, franchement, c'est un film sympa. Je le conseillerais bien. Après, à voir au cinéma, ça c'est plus difficile à dire. Parce que, perso, je trouve que la mise en scène et le jeu d'acteur font vraiment bien le taf. Donc oui, moi j'ai une carte illimitée, donc forcément je trouve que c'est un bon film à aller voir. Mais par contre, c'est pas non plus un film bouleversant qui touche après avoir été vu, je trouve. C'est pas le truc waouh, tu sors pas en te disant waouh, quel film j'ai vu, je sais plus quoi en penser, quoi. Du coup, j'ai du mal à dire aux gens qui payent 11 € la séance d'y aller, d'une certaine manière. À ces gens-là, je leur dirais plutôt d'attendre un soir après une journée de travail et que les enfants sont au lit, quoi. Ça le fera bien, pourquoi pas, quoi. Voilà, à la télé, tranquille. À 11 € la séance, peut-être pas. Mais c'est pour peu que ce soit qu'on soit sensible à ces acteurs ou à cette histoire, ou à Kenneth Branagh, ça vaut le coup. C'est vraiment pas une arnaque, ce film, quoi. Loin de là, c'est vraiment un bon petit film. Après, comme je le disais, je suis pas... J'aurais préféré que le récit soit un tout petit peu plus ambigu et soit moins, entre guillemets, facilement manichéen sur la fin, surtout parce qu'il y avait la matière dans ce récit. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est quand même un récit très intéressant, les acteurs sont très bons, et l'ambiguïté morale dont je parle n'est pas émotionnelle, mais elle est exprimée intellectuellement, elle est bien exprimée. Donc voilà, je pense que j'en rajoute un minimum.
Voilà, je crois que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, c'est des épisodes un petit peu plus courts en ce moment, mais c'est pas forcément des films dont j'ai tant de choses à dire que ça. En tout cas, j'espère que ça vous donnera envie de le voir. Franchement, c'est un film qui vaut le coup des vues. C'est pas non plus le film du siècle, mais c'est un bon petit film d'enquête à l'ancienne. Ça fait plaisir de temps à autre, je trouve. Et puis Kenneth Branagh, il sait faire le boulot, faut l'admettre. Non seulement en tant que réal pour le coup, mais surtout en tant qu'interprète de Hercule Poirot, je l'ai trouvé vraiment très très bien. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me suivre sur le Twitter, sur l'Instagram, sur la page Facebook. N'hésitez pas à liker, à partager, à me dire ce que vous en pensez. Évidemment, ça m'intéresse énormément. Si vous l'avez vu, que vous n'avez pas aimé, que vous trouvez que je dis des conneries, n'hésitez pas. Je mettrai aussi des critiques d'autres personnes sur la page Facebook et puis dans les commentaires de cette vidéo. Vous avez tous les liens dans les commentaires, hein, n'hésitez pas. Et si vous likez et ainsi de suite, ça aide aussi à ce que ce soit vu et que d'autres gens puissent écouter le podcast. Ben, merci beaucoup les amis. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre à chaud. Et oui, décidément, je vois des films en ce moment. Et à tout bientôt. Merci les amis. Ciao, ciao.